Chaque année, plus de 2 milliards de tables sont fabriquées dans le monde. Mais seules quelques-unes sont de véritables œuvres d'art. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment, à partir d'une planche brute et fissurée, naît une table unique, avec de vraies fleurs figées dans une résine transparente, comme dans de l'ambre. Vous découvrirez pourquoi on ne cache pas ces cicatrices du bois, mais au contraire, on les met en valeur, et comment les pétales de coquelicot conservent leur éclat pendant des décennies. Mais le plus important, un secret vous attend, que vous ne trouverez dans aucun tutoriel. Regardez jusqu'à la fin, et vous serez le premier à le découvrir. Pour ce genre de table, les artisans ne recherchent pas des planches parfaitement droites, mais justement des slabs vivants, de grandes tranches de tronc, souvent avec des courbes naturelles, des fissures, des cavités, des nœuds. On utilise le plus souvent des essences de bois précieuses, noyer, chêne, érable, frêne, acacia, ou même des bois exotiques. L'essentiel est que le bois soit bien sec. Son taux d'humidité ne doit pas dépasser 8 à 12%, sinon des fissures ou des déformations pourraient apparaître avec le temps. Après avoir choisi la planche, on la nettoie de son écorce, de la poussière et des anciens revêtements. Toutes les fissures, cavités et trous ne sont pas masqués, au contraire, on les nettoie soigneusement et on les conserve, car ce sont eux qui créeront le motif unique de la future table. Souvent, ces défauts naturels deviennent le cadre pour les fleurs ou d'autres éléments décoratifs, qui seront ensuite coulés dans la résine époxy. Pour que la résine s'applique bien et qu'il n'y ait pas de bulles, on traite le bois avec des primers spéciaux ou une résine liquide pour les petites coulées. Cela bouche les pores du bois et empêche l'air de s'échapper lors de la coulée principale. Ensuite, la planche est poncée, mais on ne la rectifie pas pour obtenir une géométrie parfaite. On laisse le live edge, le bord vivant, avec ses ondulations naturelles et même ses fissures. Cette imperfection, c'est justement ce petit plus qui rend chaque table unique. Comme vous le voyez, c'est grâce à cette préparation que les ébauches de planches ont un aspect organique, intéressant et inimitable. La base parfaite pour une table où les fleurs semblent flotter dans une résine transparente au milieu du relief naturel du bois. Pendant le processus de fabrication de ces tables uniques, une odeur de sciure fraîche flotte dans l'air. La lumière se pose doucement sur la texture du bois, soulignant chaque nœud, chaque fissure, qu'ici on ne cache pas, mais au contraire, qu'on expose fièrement, comme les cicatrices sur le visage d'un homme d'expérience. L'artisan, un homme dont les mains se souviennent de milliers de gestes, évalue silencieusement la planche. Il prend en main la ponceuse. Son vrombissement rappelle ces matins où la ville dort encore, mais où l'atelier vit déjà de sa propre vie. La surface devient de plus en plus lisse. Ses doigts glissent sur le bois, décelant les moindres irrégularités microscopiques. L'artisan travaille sans hâte, mais avec assurance, comme si chaque mouvement faisait partie d'un ancien rituel. Sur la table, à côté de la planche, on dépose de vraies fleurs, de délicates marguerites, des coquelicots éclatants, des pétales qui, il y a peu encore, frémissaient au vent. On les dispose sur la surface, cherchant la composition parfaite, tel un peintre qui crée une toile avec ce que la nature lui a donné. Chaque fleur est une petite histoire d'été, figée dans l'instant. Pour que les fleurs dans les tables en résine époxy paraissent vives et vivantes, on les prépare avec un soin particulier, car la beauté et la longévité de la composition en dépendent. D'abord, on choisit des spécimens parfaits, pivoine, marguerite, coquelicot, lavande, rose, ou toute autre fleur qui conserve bien sa forme et sa couleur. Il est important que les fleurs soient très fraîches,
sans signe de flétrissement ni de dommage, car même une petite tache ou un pétale cassé deviendra visible sous la résine transparente. Ensuite, on coupe délicatement les fleurs, en laissant la longueur de tige souhaitée, ou en l'enlevant complètement, selon le projet. La méthode de séchage la plus populaire et la plus efficace est l'utilisation de gel de silice. On dispose les fleurs dans un récipient en plastique ou en verre, et on les recouvre de gel de silice, de manière à ce que chaque fleur soit entièrement couverte et ne touche pas les autres. Si les fleurs sont nombreuses, on les dispose en couches, chaque couche étant recouverte séparément de gel de silice pour éviter toute déformation. On ferme hermétiquement le récipient et on le laisse dans un endroit sec pendant 5 à 14 jours, le temps exact dépendant de la taille et du type de fleur. Le gel de silice absorbe toute l'humidité, préservant la forme et la couleur des pétales de la manière la plus naturelle possible. C'est pourquoi les fleurs, après un tel séchage, semblent tout juste cueillies et ne perdent pas leur éclat, même sous une couche d'époxy. Parfois, pour les petites fleurs ou les herbes, on utilise le pressage. On les place entre des feuilles de papier sous une presse. Mais cette méthode convient mieux aux compositions plates, de type herbier. Après séchage, les fleurs sont délicatement retirées du gel de silice. On peut utiliser une pince à épiler pour cela. Ensuite, on secoue les résidus de granulés et on les laisse reposer à l'air libre pendant quelques heures pour s'assurer qu'il ne reste aucune humidité. Les fleurs sont alors prêtes à être placées dans le moule de la table. On les dispose sur la planche ou dans un moule spécial, en cherchant la composition idéale. Et ce n'est qu'après cela qu'on les coule dans la résine époxy. L'artisan mélange la résine époxy, transparente comme la brume matinale sur une rivière. Elle s'écoule lentement dans le moule, enveloppant les fleurs, comme pour préserver leur beauté pour les siècles à venir. L'air se remplit d'une légère odeur chimique, mais c'est l'odeur de la création, pas de la destruction. La résine s'étale en une fine couche, recouvrant tout ce qui se trouve en dessous d'un film miroitant. L'artisan surveille attentivement pour qu'il ne reste aucune bulle, car la plus petite pourrait gâcher la transparence parfaite. Quand la résine durcit, une nouvelle étape commence, le ponçage. La poussière recouvre tout aux alentours, mais sous les mains de l'artisan apparaît progressivement un miroir, dans lequel se reflète la lumière des lampes, les ombres des fleurs, et même l'éclat de ses propres yeux. La table finie, c'est un souvenir d'été, figé dans le bois et la résine. C'est un morceau de nature que l'on peut placer dans sa chambre, toucher à tout moment. Elle est froide et chaude à la fois, lourde. Chaque fissure, chaque fleur est à sa place, comme si la nature elle-même l'avait ainsi voulu. L'artisan passe la main sur la surface, hoche la tête avec satisfaction. Il le sait, cette table est unique au monde. Rien n'y est laissé au hasard. Tout est le résultat de la patience, de l'expérience et de l'amour du métier. Et même si demain il en fait une autre, elle sera complètement différente, car le bois, les fleurs et l'humeur ne se répètent jamais. La demande principale pour ces tables uniques est générée par leur popularité dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, la construction résidentielle, ainsi que par l'intérêt croissant pour les produits artisanaux uniques. Parmi toute la gamme de produits en résine époxy, les tables avec des fleurs occupent une niche notable, en tant qu'objet d'art alliant fonctionnalité et esthétique. Les clients choisissent souvent eux-mêmes les fleurs et le design, ce qui rend chaque pièce unique. La combinaison de différentes plantes permet de créer des effets multicouches, d'imiter un paysage ou un bouquet. La palette de couleurs dépend du type de plante. Les teintes bleues et violettes se conservent mieux, tandis que les jaunes et les rouges peuvent légèrement s'estomper. Plus il y a de texture,
par exemple de la mousse ou des graminées, plus le rendu est intéressant dans l'épaisseur de la résine. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elles ne rouillent pas, ne font pas même à une température supérieure à 1768 degrés, et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium. Lorsque les gaz d'échappement chauffe traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine, comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée,
utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables. Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes, purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium, est séparé individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus. Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire, lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte, où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures.
On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis. Chaque heure, au cœur des fjords norvégiens, naît 23 tonnes d'un matériau qui change l'avenir de la planète. Une pierre ordinaire se transforme en quelque chose d'incroyable. 1 kilogramme alimente 500 maisons toute une année. Imaginez, 200 000 tonnes par an, c'est 30 tours Eiffel de silicium pur. Mais voici l'énigme. Comment, à partir du quartz ordinaire, jeté dans l'enfer de 2000 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, naît une technologie de pureté 6,9, où sur 1 million d'atomes, un seul est en trop? Ici se cache un secret dont on ne parle pas. Pourquoi précisément la Norvège est-elle une superpuissance du silicium? Pourquoi le panneau rend-il son énergie en 2 ans, mais fonctionne 30 ans, générant 95% de sa vie en positif? Et surtout, que se passera-t-il quand vous découvrirez le processus secret de transformation de la pierre en soleil fondu? Restez jusqu'à la fin, je révélerai comment l'eau et le feu créent une énergie infinie et pourquoi cela changera tout ce que vous saviez sur les panneaux solaires. Tout commence non pas avec le sable de plage, mais avec son grand frère, le quartz. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre. Mais pour notre objectif, il ne faut pas n'importe lequel, mais un quartz d'une pureté incroyable. On l'extrait dans des carrières et ces pierres blanches brillantes sont essentiellement du dioxyde de silicium figé. Avant d'arriver au four, il passe par un casting rigoureux. On le broie, on le lave et on le trie, en éliminant toutes les impuretés. C'est comme tamiser de la farine pour le gâteau le plus délicat, car toute particule étrangère peut devenir un poison pour le futur panneau solaire. Et voici ce quartz parfaitement pur, blanc comme la neige sur les sommets des fjords, prêt à rencontrer le feu. Et maintenant, préparez-vous au véritable enfer. Le quartz pur, avec d'autres matériaux carbonés comme le charbon et les copeaux de bois, est chargé dans un four à arc électrique géant. C'est comme un énorme chaudron, à l'intérieur duquel descendent 3 électrodes massives en graphite. Quand on fournit le courant, un arc électrique jaillit entre elles, et la température à l'intérieur monte instantanément à 2000 degrés Celsius absolument infernaux. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. À cette température se produit un miracle chimique. Le carbone du charbon et des copeaux arrache littéralement l'oxygène du quartz, libérant du silicium pur liquide. Dans le four bouillonne et tourbillonne une rivière aveuglante, blanc doré, de soleil fondu. Ce processus est incroyablement énergivore, et c'est précisément pourquoi ces usines sont situées ici, en Norvège, où elles s'alimentent d'énergie pure et bon marché provenant d'innombrables centrales hydroélectriques. C'est une symbiose unique de l'eau et du feu. Une fois toutes les quelques heures, dans un grondement et une fontaine d'étincelles, le silicium liquide incandescent est versé dans d'énormes cuves, où il commence à refroidir lentement. Mais ce n'est pas encore le silicium nécessaire pour les panneaux solaires. C'est ce qu'on appelle le silicium métallurgique, avec une pureté d'environ 98%. Il est trop sale. Pour devenir le cœur d'un panneau solaire, sa pureté doit être portée à l'incroyable niveau de Si9. Cela signifie que sur 1 million d'atomes de silicium, il ne peut y avoir qu'un seul atome d'impureté.
comment atteindre une telle pureté cosmique? Le silicium refroidi est broyé et traité avec des acides pour éliminer les impuretés. Ensuite, on le transforme en gaz, le trichlorosilane, qui est ensuite distillé plusieurs fois, comme l'alcool le plus cher, en séparant le gaz parfaitement pur de toutes les molécules étrangères. Et maintenant, de ce gaz parfaitement pur naît le cristal. Dans des installations de croissance spéciale, ce gaz se dépose sur des tiges de silicium incandescentes et atome par atome, couche par couche, pendant de nombreuses heures, grandit un monocristal géant et parfait de silicium, appelé lingot. C'est une véritable œuvre d'art, absolument homogène, sans aucun défaut dans le réseau cristallin. Ce lingot précieux, ressemblant à un miroir noir, est prêt pour la transformation finale. On l'envoie à la découpe. La scie la plus précise n'est pas un disque, mais le fil d'acier le plus fin, recouvert de poussière de diamant, tendu dans un cadre. Ce fil se déplace d'avant en arrière, et comme un trancheur parfait de fromage, lentement, couche par couche, il coupe le lingot de silicium dur comme la pierre en centaines de plaques ultra fines appelées wafers. Chaque plaque ne fait que 200 microns d'épaisseur. C'est l'épaisseur de 2 cheveux humains. Ce sont précisément ces petits carrés fragiles et brillants qui sont le cœur du futur panneau solaire. Ils iront dans d'autres usines du monde entier, où on les traitera, on appliquera des contacts dessus, et on les assemblera en panneaux bleus que nous connaissons. Et c'est ici que se cache la vraie magie, exprimée en chiffres. Un seul kilogramme de ce silicium, né ici dans les fjords froids, devenu partie de panneaux solaires, produira au cours de sa vie suffisamment d'électricité propre pour alimenter 500 maisons moyennes pendant toute une année. Réfléchissez-y. Un kilogramme de pierre, transformé par le feu et l'eau, alimente un village entier. Ce n'est pas simplement de la production, c'est un investissement dans l'avenir. C'est la preuve que même dans les coins les plus froids et les plus sombres de la planète, peut naître une technologie qui offre au monde l'énergie propre et infinie du soleil. Et cette tendance est inarrêtable. L'énergie solaire est notre nouvelle réalité. Et son chemin commence précisément ici, dans le cœur rugissant des montagnes norvégiennes. Nous parlions de 200 000 tonnes de silicium par an. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est difficile de l'imaginer. Essayons. Le poids des structures métalliques de la Tour Eiffel est de presque 7300 tonnes. Cela signifie qu'en un an, ces usines produisent suffisamment de silicium pour construire presque 30 tours pareilles. Cette quantité énorme représente une part significative de tout le polysilicium de haute pureté produit dans le monde occidental, faisant de la Norvège une véritable superpuissance du silicium. Pour produire 1 kg de ce matériau, il faut dépenser 60 kWh d'électricité. C'est plus que ce qu'une famille moyenne en Europe utilise en une semaine. Et c'est précisément pour cela que ces usines sont ici, en Norvège. Elles s'alimentent à presque 100% d'énergie propre, provenant d'innombrables centrales hydroélectriques qui utilisent la force des rivières de montagne et des cascades. Cela fait du silicium, produit ici l'un des plus verts au monde. Mais le plus important, c'est le retour sur investissement. Nous disions qu'un kilogramme de silicium peut fournir de l'énergie à 500 maisons pendant un an. Mais voici le chiffre encore plus génial. Un panneau solaire fabriqué avec ce silicium rend toute l'énergie dépensée pour sa création en seulement 1 à 2 ans. Et il fonctionnera de 25 à 30 ans. Cela signifie que plus de 95% de sa vie, il travaille en pur positif, générant une énergie absolument propre. C'est l'un des meilleurs investissements énergétiques qui existent. Les Norvégiens ne laisseront personne polluer comme ça leurs fjords.
Les normes environnementales pour de telles usines sont parmi les plus strictes de la planète. Les émissions sont soigneusement filtrées, les déchets sont recyclés. Les usines travaillent constamment à réduire leur empreinte carbone. Donc, bien que ce soit une industrie lourde, les habitants locaux savent qu'elle fonctionne avec les technologies les plus propres possibles. Imaginez un câble capable non seulement de conduire le courant, mais aussi de résister à la foudre, à la pression souterraine et à des décennies de service sans défaillance. Où n'est-il? Dans des usines où le cuivre est étiré jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu et où les polymères sont fondus dans des tours aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages. Ici, on crée les artères du réseau électrique, celles-là même qui alimentent des villes entières. Mais le plus grand secret est ailleurs. Comment une erreur d'un micron peut-elle ruiner un projet d'1 million de dollars? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se trouve réellement à l'intérieur du câble d'alimentation qui maintient le monde dans la lumière. Et dans votre pays, utilise-t-on encore des lignes aériennes ou passe-t-on déjà aux lignes souterraines? Une part importante du réseau énergétique américain a été construite il y a plusieurs décennies et nécessite une modernisation. Le remplacement des anciennes lignes aériennes par des câbles souterrains à haute tension est l'une des tendances clés pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau. Nous nous trouvons sur le site de l'une des principales entreprises de production de câbles, où naissent les solutions pour l'infrastructure énergétique du futur. C'est un complexe de haute technologie qui allie des décennies d'expérience, des développements scientifiques de pointe et les équipements les plus modernes. Notre mission est de fournir au monde des câbles fiables, efficaces et sûrs, capables de supporter des charges extrêmes et de fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Chaque grand projet commence par des éléments fondamentaux. Pour nous, ce sont des matières premières de haute qualité. Au cœur du câble se trouve le conducteur, l'âme qui transporte le courant électrique. Nous utilisons du cuivre ou de l'aluminium, rigoureusement sélectionnés pour leur pureté et leur conductivité électrique. Ces métaux nous parviennent sous forme de barres ou de fils machines et constituent le point de départ pour la création d'un conducteur fiable. La première étape de production est le tréfilage. Dans des ateliers spécialisés, à l'aide de puissantes tréfileuses, le fil machine épais est progressivement transformé en un fil fin d'un diamètre donné. Ce processus exige une grande précision et un contrôle constant, car même de légers écarts peuvent affecter les caractéristiques électriques du futur câble. Nous utilisons un tréfilage multi-étapes, ce qui permet d'atteindre une géométrie et des propriétés mécaniques parfaites du fil. Le fil obtenu est ensuite acheminé vers les machines à toronner. Ici, des centaines ou des milliers de fils individuels sont assemblés en une seule âme monolithique. La configuration du toronnage peut varier, de la classique section ronde à la section sectorale, ce qui assure la compacité et une utilisation efficace de l'espace à l'intérieur du câble. Le toronnage ne confère pas seulement de la résistance à lame, mais optimise également ses caractéristiques électriques, en réduisant l'effet de peau et les pertes d'énergie. Chaque âme subit un contrôle qualité strict pour garantir l'absence de défauts. Une fois le conducteur formé, une étape d'une importance capitale commence. L'application de l'isolant. C'est le cœur de la protection du câble, qui assure sa rigidité diélectrique et sa sécurité. Les câbles à haute tension exigent le plus haut niveau d'isolation. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux polymères modernes. Sa rigidité diélectrique exceptionnelle, sa résistance aux températures élevées et sa durabilité en font le choix idéal. Le processus d'application de l'isolant
se déroulent dans des lignes d'extrusion verticale. Ce sont certaines des plus hautes structures de notre usine, atteignant plusieurs dizaines de mètres. Ici, le conducteur passe à travers une tête d'extrusion spéciale où 3 couches sont appliquées en une seule passe. Un écran semi-conducteur interne, l'isolant principal en polyéthylène réticulé et un écran semi-conducteur externe. Les écrans semi-conducteurs jouent un rôle clé dans l'uniformisation du champ électrique, prévenant l'apparition de décharges partielles qui pourraient endommager l'isolant. Ce processus se déroule dans des conditions de propreté absolue, dans ce qu'on appelle des salles blanches, où la quantité de particules de poussière dans l'air est rigoureusement contrôlée pour éviter toute impureté dans l'isolant. Après l'extrusion, le câble passe par des zones de vulcanisation et de refroidissement. Dans la tour de vulcanisation, sous l'effet d'une haute température et d'une haute pression, le polyéthylène acquiert sa structure réticulée finale, ce qui améliore considérablement ses propriétés mécaniques et thermiques. Ensuite, le câble est refroidi lentement, ce qui prévient les contraintes internes et les déformations. Ce cycle est vital pour assurer la longévité et la fiabilité de l'isolant en conditions d'exploitation. L'étape suivante est l'application d'un écran métallique. Il peut s'agir d'un enroulement hélicoïdal, de fils de cuivre ou d'un ruban de cuivre. L'écran métallique remplit plusieurs fonctions importantes. Il sert de mise à la terre, protège contre les interférences électromagnétiques externes et, ce qui est le plus important, assure la sécurité en cas de défaillance de l'isolant en évacuant le courant de court-circuit. Nous accordons une attention particulière à la densité et à l'uniformité de l'application de cette couche. Pour les câbles destinés à être posés dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple dans un sol avec un risque de dommages mécaniques ou sous l'eau, une protection supplémentaire est prévue, le blindage. Il peut s'agir d'un enroulement de ruban ou de fil d'acier qui assure une protection mécanique exceptionnelle contre les agressions extérieures. Les câbles blindés ont une résistance accrue à la traction, au choc et à l'abrasion, ce qui garantit leur fonctionnement même dans les environnements les plus rudes. L'étape finale est l'application d'une gaine de protection extérieure. Elle est fabriquée à partir de compositions polymères spéciales, résistantes aux rayons ultraviolets, à l'humidité, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques. La gaine extérieure est la première ligne de défense de l'ensemble du câble, le protégeant des facteurs environnementaux agressifs. Nous utilisons différents types de gaines en fonction des conditions d'exploitation spécifiques, y compris des matériaux qui ne propagent pas la flamme, pour une sécurité incendie accrue. Nous effectuons des tests à haute tension, vérifions la rigidité diélectrique de l'isolant, mesurons les décharges partielles. Ce sont des décharges d'étincelles microscopiques qui peuvent indiquer des défauts cachés dans l'isolant. Notre objectif est de détecter toute faiblesse potentielle avant même que le câble ne quitte les murs de l'usine. Nous contrôlons également la résistance du conducteur, l'épaisseur de l'isolant, les dimensions géométriques, les propriétés mécaniques et de nombreux autres paramètres pour nous assurer que chaque mètre de notre production est conforme aux normes internationales les plus strictes. De plus, des tests de durabilité, de résistance au cycle de chauffage-refroidissement, à l'exposition à des environnements agressifs et aux rayons ultraviolets sont effectués. Seuls les câbles qui ont passé avec succès tous ces tests obtiennent l'autorisation d'être expédiés aux clients. Cela garantit que notre production servira pendant des décennies en remplissant ses fonctions de manière fiable. Quand un câble a passé toutes les vérifications, il est enroulé sur des tourelles spéciaux de grand diamètre. Chaque touret est soigneusement marqué
indiquant toutes les données techniques nécessaires. Ensuite, les câbles finis sont transportés vers les sites de pause, où ils deviendront une partie du réseau énergétique mondial. Il est important de noter que la fiabilité d'une ligne de câble ne dépend pas seulement du câble lui-même, mais aussi de la qualité de son installation et du montage des boîtes d'extrémité et de jonction. Ces composants sont une partie intégrante du système de câblage, assurant une connexion électrique fiable et l'étanchéité du câble. Nos spécialistes fournissent également des consultations et des formations sur le montage correct, afin de garantir un fonctionnement impeccable de l'ensemble du système. Chaque année, plus de 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, un chiffre si incroyable qu'il dépasse l'entendement. Imaginez, cette quantité suffirait à construire une route de la Terre à la Lune, et presque jusqu'au retour. Mais derrière ces chiffres bruts se cache l'histoire non seulement d'un matériau de construction, mais aussi d'une économie, de villes entières qui grandissent au rythme de la demande. Comment ? À partir d'une pierre grise extraite du sous-sol, naît le mur lisse de votre maison. Et surtout, quel processus secret rend ce matériau si unique? Si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Les chiffres derrière la production de plaques de plâtre aux États-Unis ne sont pas simplement grands. Ils sont astronomiques. Et ils racontent l'histoire de la manière dont un pays construit, rénove et respire. Récemment, les usines américaines ont produit environ 27 milliards de pieds carrés de plaques de plâtre en un an. Ce nombre est si colossal qu'il est difficile à saisir. Essayez d'imaginer, si l'on mettait bout à bout toutes ces plaques, on pourrait créer une passerelle d'1 mètre de large qui s'étendrait de la Terre à la Lune et couvrirait près de la moitié du chemin du retour. Ou bien, avec cette quantité de plaques, on pourrait recouvrir entièrement le territoire de l'État du Delaware 2 fois et il en resterait encore. Ce flux incessant de matériaux de construction n'est pas seulement un produit physique, mais aussi un puissant indicateur économique. Le marché de ces plaques aux États-Unis est évalué à des dizaines de milliards de dollars, reflétant non seulement le coût du matériau lui-même, mais aussi des milliers d'emplois dans les mines et les usines, dans la logistique et la construction. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais bien avant, dans une carrière, où l'on extrait le gypse. C'est un minéral naturel, une roche qui s'est formée il y a des millions d'années, à partir de mers préhistoriques. Il peut être blanc, grisâtre, parfois avec des veines rosées. D'énormes excavatrices mordent dans les gisements de gypse et chargent des tombereaux de blocs de cette pierre. Ces camions amènent des tonnes de gypse à l'usine et le déversent sur une aire de stockage, créant des montagnes entières qui attendent leur transformation. La première étape à l'intérieur de l'usine est un concassage grossier. Les blocs de gypse arrivent dans les mâchoires d'acier géantes d'un concasseur primaire. Dans un vacarme et un grincement assourdissant, la machine brise les grosses pierres en plus petits morceaux, de la taille d'un poing. Ce n'est que le début. Ensuite, ce gypse concassé est acheminé par un convoyeur vers des broyeurs secondaires. Là, des dizaines de marteaux d'acier, tournant à une vitesse folle, réduisent ces morceaux en fractions encore plus fines, les transformant en quelque chose qui ressemble à du gravier grossier. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'étape finale du broyage transforme le gypse en une fine poudre. Il devient si fin qu'il ressemble à de la farine ou de la poussière. Cette poudre est la matière première principale, mais elle recèle encore un secret qu'il faut révéler. L'étape suivante est l'une des plus importantes et des plus intéressantes.
C'est un processus appelé la calcination, et en substance, c'est un séchage contrôlé du gypse. Le fait est que, dans la structure cristalline du gypse naturel, sont emprisonnées des molécules d'eau. Pour que la plaque de plâtre puisse durcir, il faut temporairement chasser cet éau. Pour ce faire, la poudre blanche est introduite dans un immense four rotatif. Il ressemble à un tambour géant, incliné sous un léger angle. À l'intérieur de ce four, une température très précise est maintenue, environ 150 degrés Celsius. La poudre de gypse, en tournant lentement à l'intérieur du tambour, se réchauffe, et l'eau qui y est liée se transforme en vapeur et s'évapore. Chimiquement parlant, le gypse se transforme en hémihydrate de sulfate de calcium, mais plus simplement, il devient assoiffé. Maintenant, cette poudre, que l'on appelle déjà plâtre de construction ou stuc, possède une propriété unique. Si on y ajoute à nouveau de l'eau, il l'absorbera avec avidité et se retransformera en une roche de gypse solide. C'est cette propriété qui est à la base de toute la production. La poudre chaude obtenue est refroidie et stockée dans de gigantesques silos, semblables à des tours, d'où elle sera acheminée vers la ligne de production principale. Et maintenant commence le plus spectaculaire, la création de la plaque elle-même. Dans l'atelier, un immense convoyeur, long de plusieurs centaines de mètres. À son départ se trouvent 2 rouleaux géants de papier cartonné spécial et dense. Un rouleau pour la face avant, il est parfaitement lisse, blanc. L'autre pour le dos, il peut être un peu plus foncé, grisâtre. La bande du rouleau inférieur, celui de la face avant, se déroule et se pose sur le convoyeur, formant un chemin infini. Parallèlement, dans un mélangeur gigantesque, semblable à un robot de cuisine industrielle, on prépare le cœur. On y verse en continu notre poudre de gypse assoiffée, de l'eau et tout un cocktail d'additifs divers. Chaque additif joue son rôle. Les agents moussants rendent la masse de gypse plus légère et plus poreuse, comme de la crème fouettée, pour réduire le poids de la plaque. Les plastifiants rendent le mélange plus fluide pour qu'il s'étale uniformément. Les accélérateurs ou les retardateurs permettent aux ingénieurs de contrôler parfaitement le temps de prise du gypse. L'amidon aide le cœur de gypse à mieux coller à l'enveloppe en papier. La fibre de verre ajoute de la résistance. Ce mélange, appelé la gâchée, ressemble à une bouillie grise épaisse. Il est déversé en un flux continu, directement sur la bande de papier, qui se déplace sur le convoyeur. Des dispositifs spéciaux répartissent uniformément cette masse sur toute la largeur du papier. Les bords de la feuille de papier inférieure sont délicatement repliés vers le haut, formant les rebords de la future plaque. Et à ce moment, on la recouvre par le dessus, avec la deuxième bande de papier, celle du rouleau arrière, comme un couvercle. On obtient un sandwich infini et parfaitement plat. Papier, masse de gypse, papier. Ce sandwich passe immédiatement entre 2 rouleaux ou sous une plaque de formage qui le compriment à une épaisseur précisément définie, par exemple un demi-pouce. La plaque de plâtre fraîchement formée, encore molle et humide, poursuit son voyage sur un très long convoyeur, appelé la ligne de prise. Sa longueur peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Pendant que la plaque se déplace lentement, un véritable miracle se produit à l'intérieur. La poudre de gypse réagit avec l'eau. La fameuse réaction de réhydratation a lieu. Le gypse redevient une roche solide, en dégageant de la chaleur. Si l'on touche la plaque à ce stade, elle sera chaude.
En quelques minutes, la masse meuble devient suffisamment dure pour conserver sa forme. Au bout de cette longue ligne se trouve un couteau volant. C'est une lame immense qui se déplace en synchronisation avec la bande et, au bon moment, effectue une coupe rapide et précise, découpant le sandwich infini en plaques de longueur standard, par exemple 8 ou 12 pieds. Cela se produit si rapidement que le convoyeur ne s'arrête pas une seule seconde. Les plaques découpées sont maintenant dures, mais encore très humides. Elles contiennent un excès d'eau qui n'a pas participé à la réaction chimique. Il faut l'éliminer. Un dispositif spécial retourne donc les plaques et les achemine vers la plus grande structure de l'usine, un séchoir multi-étages. C'est un labyrinthe gigantesque, composé de plusieurs niveaux, chacun étant un convoyeur. Les plaques de plâtre se déplacent lentement sur ces niveaux, d'avant en arrière, parcourant plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de ce four immense. L'air chaud qui circule à l'intérieur en évapore délicatement l'humidité excessive. La température y est contrôlée très rigoureusement. Il ne faut éliminer que l'eau libre sans endommager la structure cristalline du gypse lui-même. Ce processus peut durer environ 1 heure. À la sortie du séchoir apparaît le produit que nous connaissons bien, une plaque de plâtre parfaitement sèche, légère et solide. Mais ce n'est pas encore la fin. L'étape finale est la finition. 2 plaques finies sont empilées face contre face. Leurs bords sont parfaitement coupés pour être droits et nets. Sur la tranche est collée une bande de papier avec les informations sur le fabricant et le type de produit. Ensuite, des manipulateurs robotisés, avec une précision et une grâce surhumaines, soulèvent les plaques finies et les empilent en piles parfaitement droites sur des palettes. Chaque pile est enveloppée d'un film de protection, marqué et envoyé à l'entrepôt. De là, elle partira sur les chantiers pour faire partie de la maison de quelqu'un, se transformant d'une simple pierre grise extraite du sous-sol en un mur lisse et accueillant. La production de plaques de plâtre est comme un baromètre de la santé du secteur de la construction. Lorsque l'économie est en plein essor, les gens construisent activement de nouvelles maisons et rénovent les anciennes, et la demande de plaques de plâtre monte en flèche. Les usines qui fabriquent un produit tournent à plein régime, et le flux de camions qui livrent les plaques finies à travers le pays devient infini. Le cœur de cette production bat à l'unisson du rythme du marché immobilier. Géographiquement, cette industrie a aussi ses centres. Bien que les usines de plaques de plâtre soient réparties dans tout le pays pour être plus proches des grands marchés de la construction, l'extraction de la matière première, le gypse, est concentrée dans certains États. Les leaders ici sont des États comme le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Nevada et l'Iowa. Chaque année, des milliers de grues à tours s'élèvent dans le ciel du monde entier, de véritables géants d'acier sans lesquels la construction de gratte-ciel serait impensable. Elles soulèvent des centaines de tonnes de béton et de métal, grandissent avec le bâtiment et disparaissent aussi mystérieusement qu'elles sont apparues. Imaginez une grue qui avale de nouvelles sections, s'élevant elle-même de plus en plus haut, jusqu'à atteindre des centaines de mètres dans le ciel. Mais comment fait-elle? Et surtout, comment la démonte-t-on ensuite du sommet du gratte-ciel? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret d'ingénierie qui tient plus de la magie que de la technologie de construction.
La construction d'un gratte-ciel est un processus complexe, en plusieurs étapes. La grue, qui effectue le travail principal de levage des éléments lourds de la structure, doit grandir en même temps que le bâtiment. Tout commence par la base, la fondation. Contrairement aux bâtiments ordinaires, la fondation d'une grue à tour doit supporter non seulement son poids, mais aussi les charges latérales colossales qui se produisent pendant son fonctionnement. Les ingénieurs calculent la fondation en tenant compte du type de sol, du poids de la grue et de la charge maximale qu'elle devra soulever. Il s'agit généralement d'une dalle de béton massive, renforcée d'armature, qui s'enfonce profondément dans le sol. Une fois la fondation durcie, on y monte la section de base. C'est un châssis métallique qui constitue le premier élément, le plus bas, du mât. Des éléments spéciaux y sont fixés pour y joindre les sections suivantes. À ce stade, on installe également le châssis de base, une croix en acier qui assure la stabilité de la grue. Des mécanismes hydrauliques responsables de l'autolevage sont également fixés à ce châssis. La partie principale de la grue est son mât, qui se compose de sections distinctes, généralement de 3 à 6 mètres de long. Ces sections sont livrées sur le chantier par camion. Le processus de montage se déroule par étapes, et c'est là que le plus intéressant commence. Les 4 ou 5 premières sections sont assemblées à l'aide d'une petite grue mobile ou d'un autre mécanisme de levage. Une fois cette première partie montée, on y installe la plateforme tournante avec la cabine de l'opérateur, les contrepoids et la flèche. Mais comment la grue se soulève-t-elle pour ajouter les sections suivantes ? C'est ici qu'intervient la magie de la technologie d'autotélescopage. À l'intérieur du mât de la grue se trouve un mécanisme à vérin capable de soulever la partie tournante de la grue. Une fois que la grue s'est élevée de plusieurs mètres, une nouvelle section est introduite dans l'espace libéré entre le châssis de base et le mât. La grue, à l'aide d'un dispositif de levage spécial, saisit la section au sol, la hisse et l'installe à sa place. Ce processus se répète encore et encore. La grue semble littéralement avaler les sections les unes après les autres, augmentant progressivement sa hauteur. C'est un processus lent, mais continu, qui permet à la grue de grandir en même temps que le bâtiment qu'elle dessert. Plus la grue est haute, plus les charges qu'elle subit sont importantes, en particulier celles dues au vent. C'est pourquoi, lorsque la hauteur du mât dépasse certaines limites, généralement 40 ou 50 mètres, il est nécessaire d'ancrer la grue à la structure du bâtiment. Cela se fait à l'aide de supports en acier spéciaux, qui sont fixés au plancher monolithique ou aux structures métalliques du bâtiment. En général, ces ancrages sont placés tous les 30 mètres. Cela assure la stabilité, empêche l'oscillation et, en fin de compte, rend le travail de la grue sûr. Pour la construction en hauteur, on utilise des modèles de grues spécifiques. Leur particularité réside dans leur hauteur impressionnante et la résistance de leurs matériaux. Le métal dont sont faites les sections doit supporter des charges incroyables de compression, de traction et de torsion. Chaque section est une structure en treillis complexe, conçue pour avoir une rigidité maximale avec un poids minimal. Un autre détail important est le système de commande. Il doit être extrêmement précis, car l'opérateur doit manœuvrer une charge qui peut se trouver à des centaines de mètres de distance. Les grues modernes sont équipées de systèmes GPS, de caméras et de capteurs qui transmettent des informations sur le poids, la vitesse du vent et la position de la charge en temps réel. Lorsque la construction est terminée et que le gratte-ciel est prêt, vient l'étape finale, non moins complexe. Le démontage de la grue.
C'est un processus inverse qui exige encore plus de prudence. Si la grue était ancrée au bâtiment, ses ancrages sont retirés de haut en bas. Ensuite, en utilisant le même mécanisme, la grue commence à se démonter elle-même. Elle abaisse la plateforme tournante, détache les sections et les descend au sol. Cependant, lorsque la grue devient trop basse pour effectuer ces opérations, une question se pose. Comment démonter les dernières sections ? Ici, les ingénieurs ont recours à deux méthodes principales. L'utilisation d'une autre grue, plus petite. Dans la plupart des cas, on hisse à l'avance sur le toit du gratte-ciel une grue de démontage plus petite, capable de démonter la grue principale. Cette grue plus petite fonctionne généralement à l'électricité et est plus légère que son majestueux prédécesseur. Si l'utilisation d'une seconde grue est impossible, on démonte la grue pièce par pièce, en utilisant des treuils et l'ascenseur de service du bâtiment. Les plus petites pièces sont descendues par la cage d'ascenseur et les plus grandes par des ouvertures spéciales dans les planchers. Cette méthode exige une précision extrême et beaucoup de temps. Le processus de montage et de démontage d'une grue à tour est l'illustration d'une pensée d'ingénierie géniale qui permet à un géant de grandir aux côtés du bâtiment qu'il crée. Chaque section, chaque boulon et chaque mouvement de la grue font partie d'un algorithme complexe qui commence sur les plans et s'achève sur le paysage urbain, où le gratte-ciel, tel un être vivant, s'étire vers le soleil grâce à son assistant d'acier. La plus grande grue à tour du monde. À ce jour, l'une des plus puissantes est considérée comme la Kroll, K10000. Sa capacité de levage maximale atteint 120 tonnes et sa hauteur peut dépasser 100 mètres. En général, de tels géants sont utilisés pour la construction de centrales nucléaires ou de grands sites industriels. La plus haute grue à tour du monde a été utilisée pour la construction du gratte-ciel, Burj Khalifa à Dubaï. Sa hauteur de travail atteignait 828 mètres et elle est considérée comme l'un des projets d'ingénierie les plus complexes de l'histoire. Son démontage a duré plusieurs mois et pour démonter les sections supérieures, on a utilisé une grue spéciale de type araignée, conçue par les ingénieurs spécifiquement pour ce projet. Une grue à tour de taille moyenne, travaillant sur un chantier de construction, a une capacité de levage de 8 à 20 tonnes. Cela permet de soulever des blocs de béton, des poutres en acier, des matériaux de construction et des équipements. La vitesse de levage du crochet des grues modernes peut atteindre 200 mètres par minute à vide et 40 mètres par minute avec la charge maximale. Cela permet de déplacer efficacement les matériaux à de grandes hauteurs, accélérant considérablement le rythme de la construction. Le montage d'une grue à tour ordinaire de taille moyenne prend d'1 à 3 jours, selon l'expérience de l'équipe et les conditions météorologiques. Cependant, le montage d'une grue pour un gratte-ciel peut durer d'1 à 2 semaines et plus, car le processus d'allongement du mât se déroule parallèlement à la construction.